Bonjour, bienvenue au Festival des Libertés. Ici, vous retrouvez tous les débats qui se tiendront entre le 21 et le 31 octobre au Théâtre National. Bonne écoute. Voilà, bienvenue à tous, à toutes, pardon, d'abord, et tous, au dernier jour des débats du Festival des Libertés, qui continue demain avec encore des documentaires et le concert de Célassou. Ce festival fête ses 20 ans. Il a commencé il y a 20 ans avec des documentaires scolaires, puis il a pris de plus en plus d'ampleur avec des expos, du théâtre, des concerts. Et il est ce qu'il est maintenant. Alors, on n'a pas pu le fêter l'année dernière, et donc on essaie de le fêter aujourd'hui, dans une époque qui reste encore un peu trouble. Et alors, c'est pourquoi cette année, de manière assez évidente, on a décidé d'explorer la triple thématique de la confiance, de la défiance et de la surveillance. Et la question des liens complexes de confiance et de défiance entre les associations et les politiques publiques, entre les associations et les administrations, entre les associations et les publics, et entre associations elles-mêmes, nous semblait un sujet incontournable. Et qui collait aussi avec l'anniversaire des 100 ans de la loi sur les ASBL. Un centenaire qui a été l'occasion de créer un collectif qui s'appelle le collectif 21, qui a été rejoint par nombreuses associations, dont Bruxelles Laïque. Et on a la chance ce soir d'avoir avec nous Mathieu Biettelot, qui est, j'ai mis porte-parole, mais je ne sais pas si c'est tout à fait correct, chargé de mission, enfin en tout cas, qui travaille pour le collectif 21, qui va animer la soirée, la rencontre, qui va présenter les intervenants, et qui va peut-être un peu expliquer de manière un peu plus longue les objectifs de ce collectif. Voilà, je ne sais pas s'il y a une poursuite, mais en tout cas, tu peux un peu nous raconter ce qui se passe. Et donc voilà, Mathieu, je te cède la parole et merci d'avoir accepté d'être là. Merci Juliette et merci évidemment à Bruxelles Laïque et au Festival des Libertés pour ce partenariat. C'était important pour le collectif 21 d'être présent, enfin de faire quelque chose au Festival des Libertés. C'est très agréable pour moi aussi de revenir dans ce lieu que j'ai beaucoup fréquenté. Donc oui, quelques mots sur le collectif 21. C'est un collectif qui s'est créé, un collectif informel. C'est intéressant parce qu'on travaille sur les ASBL, mais le collectif 21 n'est pas une ASBL, c'est un collectif informel qui s'est constitué il y a plus ou moins 2 ans et qui regroupe une série d'associations ou de fédérations d'associations qui ont décidé de saisir le centenaire de cette loi sur les ASBL pour réfléchir aux faits associatifs. 100 ans, c'était l'occasion de revenir sur une histoire qui a été faite de luttes, des luttes qui ont permis l'avènement de cette loi, et puis les luttes auxquelles ont participé les associations, les choses qu'elles ont pu faire bouger dans la société, des luttes qu'elles ont perdues aussi, et puis réfléchir à l'avenir du fait associatif qui nous semblait et nous semble toujours un peu malmené par certaines évolutions sociétales qui ont tendance à mettre de côté, à faire passer comme secondaire ce qui est le central pour nous dans le fait associatif, c'est la défense du commun, des enjeux collectifs, de l'intérêt général. Cette préoccupation que nous avions en voulant fêter un centenaire, elle a été rattrapée par l'actualité puisqu'entre-temps, le centenaire est devenu un enterrement. La loi sur les ASBL va petit à petit disparaître puisque les associations ont été intégrées dans le code des sociétés et des associations et donc les associations sont amenées à devenir des entreprises plus ou moins comme les autres. Donc, il y avait là matière vraiment à réfléchir sur comment, malgré cette évolution, défendre la spécificité, la légitimité et la nécessité du fait associatif et le fait d'entretenir une culture malgré une tendance à la marchandisation et à l'individualisation de beaucoup de choses. Donc c'est vraiment le collectif 21, c'est défendre le collectif, on pourrait le dire très simplement en ce slogan. Donc le débat d'aujourd'hui, Juliette l'a dit, c'est d'aborder cette question de confiance
surveillance réciproque qui serait la relation idéale entre les associations et les pouvoirs publics dans une société démocratique, mais qui peut évoluer vers des relations de défiance. C'est ça que nous allons interroger cet après-midi, en nous focalisant, parce que c'est un cas paradigmatique de cette question et un cas un peu assez unique en Belgique, sur l'éducation permanente. L'éducation permanente, vraiment, institue le rôle des associations comme moteur de la critique non seulement de l'émancipation des populations, mais du développement de l'esprit critique et du contre-pouvoir de la société civile à l'égard des politiques publiques. Et en retour, elles sont évidemment contrôlées par l'État pour voir si elles mènent à bien leur mission. Et donc cette relation de confiance, surveillance réciproque ou défiance, elle est très très bien illustrée par l'éducation permanente. Nous allons en parler avec nos 4 invités que je vous présente. Et je vais les présenter par ordre alphabétique, comme ça c'est le plus arbitraire et ça ne pose pas d'autres questions. Donc nous avons d'abord Steve Botassin, ici, qui vient de l'ASBL Barricade, qui est animateur en éducation permanente, qui est auteur de nombreuses analyses, dont une analyse qui, quand on préparait le débat, Juliette et moi, nous a vraiment alimenté. Elle s'appelle « Hyperconcurrence entre amis, loi de réseau et loi du marché en milieu associatif ». Il nous en parlera, j'imagine, tu nous en parleras lors du débat. Ensuite, Gwenaëlle Braise, du Cinéma Nova, activiste aussi dans de nombreux combats, dont récemment le collectif Still Standing for Culture. Et plus anciennement, Gwenaëlle, tu as participé activement avec le Cinéma Nova à un collectif Bigoudi qui est illustré ici sur nos écrans et qui s'était constitué un peu en réaction avec le nouveau décret d'éducation permanente en 2003. Et vous avez rédigé un ouvrage, un texte, Des tambours sur l'oreille d'un sourd, dont tu nous parleras aussi. Ensuite, Farah Ismaili, qui est directrice de la FESEFA, donc la Fédération des employeurs dans le secteur de l'éducation permanente et de l'insertion socio-professionnelle, qui donc est maintenant en plus j'hésite sur le terme, mais la fédération de secteurs de l'éducation permanente, et qui a tout récemment, à l'occasion de ses 30 ans, édité un ouvrage qui s'appelle Autonomie associative menacée. La FESEFA est une partie prenante très active au collectif 21. Et je vois que je n'ai pas respecté l'ordre alphabétique parce que, et on a failli avoir un changement de programme qui heureusement n'a pas eu lieu, c'est Luc Carton, donc juste ici, qui est philosophe, qui est aujourd'hui à l'association Marcel Icter et qui est un ancien chargé de mission pour la réforme du décret de l'éducation permanente. Pour le dire très simple, qui a beaucoup réfléchi à l'éducation permanente et qui est notamment un des grands inspirateurs de la dernière réforme du décret éducation permanente. Et je n'ai pas... non. En plus de nos 4 invités, il y a bien évidemment vous, le public, les participantes et les participants, un débat sur l'éducation permanente, un débat au Festival des Libertés, un débat où on interroge le pouvoir et le contre-pouvoir. Il nous a semblé que ça ne pouvait pas être un débat où nous parlions et vous écoutiez. Donc, vous êtes vraiment invités à participer à ce débat. Nous allons poser un petit peu le cadre de l'éducation permanente et de ce qu'elle est censée être, et puis de comment elle a évolué, et puis de ce qu'elle pourrait être. Mais très rapidement, je vous inviterai à participer au débat. Donc non pas à juste attendre que les intervenants aient fini de parler et poser des questions, mais à prendre part à ce débat pour que nous ayons vraiment une discussion collective et participative. Pour commencer, donc Luc, puisque tu es un grand spécialiste de l'histoire et puis de la réforme des décrets éducation permanente, je te demanderai de nous expliquer en quoi le premier, d'abord on va commencer historiquement, hein, le premier décret d'éducation permanente qui date de 76,
est vraiment un texte assez rare et fort, puisque, comme je le disais, il institue le pouvoir public, dans un décret, institue le rôle de la société civile et des associations comme contre-pouvoir, comme facteur de développement de l'engagement citoyen et de la critique des politiques publiques. Tu as un micro. Merci, merci, merci. Ça marche? Oui. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais commencer par une première chose, c'est donner une définition, je veux dire, théorique ou hypothétique de l'éducation permanente, pour ne pas être piégé par des petits objets de l'histoire. Pour moi, l'éducation permanente, c'est l'éducation populaire, c'est l'éducation dont le peuple est sujet. C'est-à-dire, donc, collectivement, dans des démarches d'émancipation culturelle, il se rend maître d'un savoir stratégique, social, pour changer le monde. Donc, voilà, c'est ma définition, elle en vaut une autre, mais elle me permet en tout cas de m'orienter dans l'histoire avec ça. Alors, premier point de naissance, c'est le dernier chapitre du rapport de Condorcet en 1792, qui précède le décret de 76, oui, en Belgique francophone. Et dans ce texte étonnant, pour l'instruction publique, dans un dernier chapitre, Condorcet dit « Je crains tout de même à voir l'évolution du travail dans les manufactures, toujours plus simple et toujours plus idiot, que quand nous aurons instruit tous les enfants, nous ne devions recommencer avec les citoyens. » Et donc, c'est extraordinaire qu'en 1792, il ait pu penser que ce qui se passait dans l'évolution des manufactures allait condamner l'œuvre d'émancipation de la citoyenneté par l'éducation ou par l'instruction. Premier moment. Deuxième moment, 100 ans après, mais la Ligue de l'enseignement qui reprend le flambeau et qui, effectivement, dit c'est pas avec l'école seulement qu'on y arrivera, c'est avec l'école de la citoyenneté. Entre-temps, le mouvement ouvrier a créé des universités populaires, des écoles du peuple, se défie, en tout cas dans ses versions les plus exigeantes et les plus résistantes à l'école bourgeoise, se défie des savoirs qui sont distribués par le pouvoir et prétend donc faire œuvre d'émancipation en créant sa propre filière de production, d'échange et de savoir et de connaissances. On tombe dans l'après-première guerre et en 1921, l'arrêté d'Estrée, l'arrêté royal déterminant les conditions générales d'octroi de subsides aux œuvres complémentaires à l'école, dit quoi? On va reconnaître les associations qui font œuvre en milieu populaire pour l'éducation des ouvriers, à condition qu'ils ne fassent pas de propagande ni pour ni contre. Et donc, on est encore loin de 76, même si, effectivement, ça met quelques outils à disposition et ça participe d'un mouvement d'émancipation générale. Les deux mouvements ouvriers se déploient dans leur site propre, dans des réseaux d'éducation populaire, avec des femmes, avec des jeunes, avec des syndicalistes, avec des mutualistes, avec des coopérateurs. J'ai même tendance à croire que le premier acte de l'éducation populaire, c'est de créer des syndicats, de créer des mutuelles, de créer des coopératives. Que la première création de l'éducation populaire, c'est le mouvement ouvrier. Et donc, au fait des 30 qu'on a appelées imprudemment glorieuses, deux responsables du mouvement ouvrier, Jean-Paul Barras pour le mouvement ouvrier socialiste, Georges Liénard pour le mouvement ouvrier chrétien, se mettent autour d'une table et imposent au pouvoir politique le décret de 76. C'est donc, je dirais, l'apogée d'une puissance du mouvement ouvrier dans l'appareil d'État, et donc s'impose au Parti catholique, devenu PSC à l'époque, et s'impose au Parti socialiste, enfin au Parti ouvrier belge, devenu Parti socialiste, impose un décret qui est aussi un acte de résistance interne. Je suis tombé sur un papier drôlatique tout à l'heure dans mes petites archives, un papier signé par un animateur culturel qui s'appelait Henri Ingberg, futur secrétaire général du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et où, à Marcinelle, en 77, Henri Ingberg, une réunion sur l'éducation populaire dans le socialisme, dit « Chaque fois que nous faisons une action culturelle, elle fait conflit avec le parti. Le parti ne supporte pas
la critique, ne supporte pas l'expression des besoins nouveaux, ne supporte pas les initiatives spontanées qu'il appelle action sauvage. Nous avons besoin de l'éducation permanente pour transformer le socialisme. Et donc, c'est certes un acte d'institutionnalisation, mais c'est aussi un acte de résistance interne pour imposer la critique dans la gestion trop calme de la fin des années 60. Et donc, ce décret de 76 apparaît certes comme un processus d'institutionnalisation, avec toute l'ambiguïté que vous avez bien croquée dans le titre d'aujourd'hui, sur lutte et soumise, mais il exprime avant tout une victoire. Ce qui est très intéressant d'un point de vue historique, c'est que cette victoire a lieu en 76. 76, c'est 2 ans après 74. 2 ans après le début de ce qu'on appellera d'abord la crise économique, et dont on comprendra en une vingtaine ou une trentaine d'années qu'il ne s'agit pas d'une crise économique due à une conjoncture pétrolière, mais qu'il s'agit d'une crise de régime, d'une crise de paradigme, d'une crise générale, et qui méritera beaucoup mieux que le long tunnel qui s'ouvrira dans les années 80, 90 et 2000 jusqu'à nous. Et donc, j'en termine, le décret de 76 est une œuvre juridique, politique, incroyable. En reconnaissant l'utilité publique d'une libre critique associative du désordre établi, la Belgique francophone fait une œuvre qui est exemplaire à l'échelle du monde entier. Personnellement, tu l'as dit, j'ai travaillé ce truc pendant une quarantaine d'années dans différents pays, à différentes échelles. Ça n'existe nulle part. Nulle part, l'État ne reconnaît qu'il est d'utilité publique de produire une critique libre, associative, du désordre établi. Et on parlera tout à l'heure des métamorphoses de ce décret dans les 76-24, dans les 50 dernières années, avec des heurts et des malheurs, mais toujours cette référence à un article premier qui, lui, perdure et, je dirais, s'approfondit. Donc surtout, ne lâchons pas cette victoire, même si elle était ambiguë. Juste, est-ce que tout le monde connaît cet article premier ou ça vaut la peine quand même que, pas que tu le lises, mais que tu en dises les grandes lignes? Et en fait, cet article premier, c'est ce que moi j'appelle un sac de mots. Ça explique d'ailleurs le sens de la réforme de... Je cherche mon texte, hein, je vais le trouver. Conseil d'État, voilà. L'article premier, le présent décret a pour objet le développement de l'action associative. C'est déjà pas mal. Dans le champ de l'éducation permanente, visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active, l'exercice des droits sociaux, économiques, culturels, environnementaux et compagnie, dans une perspective d'émancipation individuelle et collective, en privilégiant la participation, etc. Donc, je dis c'est un sac de mots parce qu'évidemment, c'est trop généreux pour être juste et fiable. C'est-à-dire qu'évidemment, chacun peut dire « moi, j'y prends la liberté, moi, j'y prends l'égalité », par exemple. Et c'est pourquoi, mais on y reviendra tout à l'heure, on a fait le travail de 2018 pour préciser une interprétation pragmatique mais praticable de cet article. Néanmoins, même si c'est un sac de mots, il faut lire l'avis du Conseil d'État, ça c'est tordant de rire, l'avis du Conseil d'État, ici, sur ce décret, c'est que c'est de la merde. Le Conseil d'État dit il est invraisemblable de faire un travail juridique comme ça. Il n'est pas normal de reconnaître des associations sous prétexte qu'elles visent l'émancipation, qu'elles se situent dans une perspective de critique de l'ordre établi, et qu'en plus, ils le fassent de manière participative. Que veut dire participative? Que veut dire critique? Que veut dire émancipation? Et donc, en quelques mots, tant en 1976 qu'en 2003, le Conseil d'État dit qu'il ne faut pas faire cette loi. Il faudrait des critères objectifs, fermés, définitifs et quantifiables, indiscutables. Évidemment, le cauchemar, à savoir le rangement dans des étiquettes et dans des étagères de l'action associative. Alors ça on va... Évidemment, et c'est là que le tambour va intervenir en 2003.
Bien sûr. Donc, tu l'as annoncé, ce décret c'est 76, c'est juste un peu après le début de la crise, sans savoir encore quelle crise ce sera. Après viennent les années 80 et la réponse gestionnaire, néolibérale, managériale à cette crise. Et donc, le temps que ça fasse son chemin, une réforme de ce décret en 2003 qui change quand même fortement la donne, en tout cas est influencé par l'esprit de l'époque. Et donc là, je vais demander à nos autres invités d'en parler. Peut-être commencer par Farah sur ce décret de 2003 qui, par rapport à celui de 76, qui a un article premier très ouvert et qui ne donne pas beaucoup de précision sur le reste, là commence à tout baliser et à amener une managérialisation de l'éducation permanente, une division du travail en axes, etc. Et donc une professionnalisation accrue aussi de ce qui était au départ l'organisation de la critique. Un petit peu tempérer tout ça. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, voilà. Luc dressait déjà un contexte de l'époque. Effectivement, le décret de 1976 est intervenu 2 ans après la crise pétrolière. Et donc, tout l'objectif, tout l'idéal qui était derrière ce texte-là était un petit peu perverti aussi par le contexte qui était en train de se dessiner. Je pense qu'il faut parler aussi du contexte qui a amené le passage du décret de 76 au décret de 2003. Je vais essayer d'être courte. Mais donc, lorsque l'on voit déjà le nom du décret de 76, on verra une modification de ce nom-là en 2003. En 76, on voit que c'est des conditions de reconnaissance, d'octroi de subventions à des organisations d'éducation permanente et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs. Et ce décret-là, qui ne prévoit pas de critères, qui ne prévoit pas d'axes, qui ne prévoit pas ce type de détails, finalement, au final, va financer des organisations plutôt que l'action en lui-même, même si on a un article premier qui vient préciser l'objectif d'éducation permanente. Alors, on a je peux faire juste une incise oui. Par rapport au thème du festival, sur une base de confiance, en fait, une base de confiance aux associations sur la manière dont elles vont le déployer. C'est possible. Et donc, sur une base éminemment politique. C'est surtout ça. Voilà, c'est sur une base éminemment politique, puisque l'on sait que l'associatif était extrêmement pilarisé à ce moment-là et qu'il y a eu aussi la signature du pacte culturel qui a permis ce type de développement. Bref, il y avait un contexte effectivement économique qui a fait qu'au fur et à mesure, les associations qui étaient reconnues en éducation permanente sur la base de 76 voyaient aussi leur public changer. Du public typiquement ouvrier, on arrivait de plus en plus avec des publics qui étaient issus de l'immigration, des publics qui n'étaient plus forcément des travailleurs, mais qui, suite au choc pétrolier et avec aussi l'accroissement du chômage dans les années 80, étaient un public sans emploi et un public qui cherchait, qui définissait des besoins différents que ceux qui étaient là précédemment. Et donc, on a des associations qui ont dû faire face à des modifications de public et qui n'étaient pas forcément fidèles comme pouvaient l'être les publics populaires, c'est-à-dire composés d'ouvriers, mais qui devaient aussi répondre à de nouveaux besoins de type intégration sociale ou de type insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire améliorer l'employabilité de ces publics-là qui connaissaient effectivement le chômage et qui avaient besoin de se réinsérer professionnellement dans le marché de l'emploi de l'époque. Et ce sont des associations qui, en tout cas pour certaines, se sont éloignées de l'objectif premier du décret de 76 et qui ont commencé à développer des activités de type intégration sociale et de type insertion socio-professionnelle, s'éloignant de ce fait-là de l'objectif premier de l'article de 76. Ça, c'est un contexte. Un deuxième contexte aussi, parce qu'il faudrait aussi parler de la professionnalisation, c'est qu'il y a toute une série de choses qui vont se passer, notamment en l'an 2000, où on a la signature historique des premiers accords du non-marchand, qui vont enfin instaurer des barèmes dans le secteur socio-culturel et une classification de fonctions, en mettant à l'honneur effectivement la fonction pivot du socio-culturel qui est l'animateur. On a en 2021 la signature des accords du Lambermont qui vont accentuer la fédéralisation et renvoyer un certain nombre de compétences supplémentaires, notamment en matière d'emploi,
vers les régions, qui vont aussi améliorer le financement de la communauté française. Et tout ça donc va être un contexte favorable pour pouvoir financer des barèmes, pour pouvoir avoir une classification de fonctions et pour effectivement aller vers une forme de professionnalisation des métiers qui existaient au sein du secteur socioculturel. Alors, face à tous ces éléments-là, il y avait aussi des critiques qui étaient émises, notamment par la plateforme Bigoudi. C'est ce qu'on a, alors proprement ou improprement appelé les associations dites émergentes, qui sont venues avec toute une série de critiques parce qu'elles ne parvenaient pas à entrer dans le décret de 76, notamment parce que la reconnaissance était effectivement fortement politisée. Et donc, il y avait toute une série de critiques pour pouvoir modifier ce décret-là. Alors, en 2003, effectivement, il y a eu le décret qui a changé de dénomination, qui parle du développement de l'action de l'action de l'éducation permanente inversement du champ associatif dans de l'action associative dans l'action associative. C'est très difficile de s'y retrouver parce que le terme, l'intitulé a encore changé dernièrement en 2018. Et il s'agissait donc, de répondre à la première critique, à savoir, il nous semble que la loi de 1976 a surtout financé, selon l'effet du prince, certaines associations et pas d'autres. Il s'agirait d'avoir effectivement un système qui puisse permettre de reconnaître sur des critères et une base objective des associations qui feraient une demande de reconnaissance. Ça, c'est une chose. C'est la raison pour laquelle on est passé à un système de critérisation et d'axes. Deuxièmement, aussi une des critiques qui avait été mise en évidence, c'était le fait que certaines associations développaient des activités qui s'éloignaient effectivement de la philosophie première de l'éducation permanente. Et le décret de 2003 a remis au centre de l'action de l'éducation permanente l'article 1er qui a été cité par Luc Carton. Donc voilà, il y a vraiment eu tout un contexte, il y a une série de critiques pour lesquelles il fallait apporter des réponses, et il y a eu effectivement ce décret de 2003 qui a introduit des critères de type qualitatif et quantitatif. Les critères quantitatifs permettaient aux associations de pouvoir être reconnues dans des catégories de forfaits selon le nombre d'activités qu'elles pouvaient réaliser. Et ça permettait du coup aux autorités publiques de pouvoir décerner une reconnaissance sur la base de critères objectifs. Ça, c'est une chose. Alors, pour ce qui est de la professionnalisation, parallèlement à ça, dans le contexte, je vous ai dit qu'il y a eu effectivement la mise en place d'un barème, mais il y a eu aussi le vote d'un décret de l'emploi socioculturel qui organisait l'octroi des subventions et qui prévoyait aussi le cofinancement d'emplois qui étaient de type PRC, c'est-à-dire tout ce qui était programme de résorption au chômage. Tout ça a été mis en place et tout ça était aussi un contexte de professionnalisation du secteur, non seulement de l'éducation permanente, mais plus généralement des secteurs du socioculturel qui émergeaient à ce décret de l'emploi socioculturel. Il y a eu effectivement des critiques par rapport à cette professionnalisation qui étaient de dire, dès le moment où on est dans un cadre professionnel, où il y a des heures précises de travail, où on a effectivement des travailleurs qui sont financés, etc., et où le caractère peut-être volontaire et bénévole n'est peut-être plus forcément présent dans l'action qui est menée soit par les animateurs, par les formateurs. Il y a eu des critiques du type on est face à peut-être des travailleurs qui sont peut-être moins engagés et moins militants que ce qu'ont pu être les formateurs et les animateurs précédemment. Et de deux, c'est aussi de pointer que dès le moment où on est dans une forme de professionnalisation, on est aussi dans une structuration de type professionnel qui renvoie à des conditions de travail qui ne sont pas nécessairement favorables, etc., et qui amène aussi à un certain épuisement, un certain essoufflement et à une certaine perte de sens aussi du travail et de l'action associative. Ça, c'était effectivement les critiques et les observations qui avaient pu être faites à l'époque. Alors, entre-temps, comme l'a déjà annoncé Luc, il y a des améliorations qui ont été apportées, notamment, me semble-t-il, en 2016, suite à la première évaluation
du décret de 2003, et puis une deuxième évaluation qui a porté cette fois-ci une vraie réforme et des améliorations notables de ce décret. Merci. On va évidemment venir au décret de 2018. Steve, peut-être d'abord, est-ce que dans ce décret de 2003, tu vois le début de cette concurrence entre amis que tu as analysé plus récemment? Bonsoir. Alors, ma réponse va être va peut-être emprunter un certain biais, un petit détour par une expérience personnelle. En effet, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire de l'éducation permanente, ni de l'histoire politico-sociale en Belgique ou en Wallonie. Je suis arrivé dans ce petit préambule est important pour la suite. Je suis arrivé dans l'associatif un petit peu par hasard. C'est-à-dire j'étais artiste, j'avais mon statut d'artiste, je menais toute une série d'activités et notamment j'animais des débats que j'animais en freelance, par exemple au Point Culture de Liège. Puis j'écrivais beaucoup, j'écrivais sur des blogs, j'écrivais pour des associations comme Smart sur la question du statut des artistes aussi. Et donc, un peu par hasard, en voyant ce que je faisais, une association liégeoise, Barricade, où je travaille encore aujourd'hui, m'a dit tiens, tu viendrais bien, si ça t'intéresse, tu pourrais écrire des analyses pour nous, des analyses d'éducation permanente. Et j'ai dit oui, d'accord. Et puis on m'a dit tiens, bon, ça a l'air de bien se passer, est-ce que tu ne ferais pas aussi des animations, puisque tu animes des débats? Voilà, il y a un poste qui se libère. Et donc j'ai dit oui. Et donc, je me suis retrouvé, sans l'avoir cherché, en fait, c'était pas du tout un plan de carrière ou un rêve de jeunesse, je me suis retrouvé dans cette association comme salarié. Et donc, ce qui était pour moi, je voyais ça avec une grande naïveté et aussi un grand enthousiasme comme une belle occasion. C'est-à-dire, j'allais être rémunéré de manière salariée. Oui, ça, on peut en discuter, de la symbolique, de ce qui est symbolique et de ce qui est réel, mais en tout cas, j'allais être rémunéré pour faire ce que j'aimais faire, c'est-à-dire animer des débats, écrire. Et puis alors, ça m'a pris un petit peu de temps pour me rendre compte que je faisais évidemment ça, et j'aimais faire ça, et je le faisais avec passion, mais je me retrouvais quand même très souvent assis devant mon ordinateur, assis en réunion, mais aussi assis le plus souvent devant mon ordinateur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que je passe infiniment plus de temps assis sur ma chaise derrière mon ordinateur que sur le terrain à animer ou à rencontrer des personnes? Et je me suis rendu compte, mais ça m'a pris un peu de temps, je me suis rendu compte qu'en fait, ma position assis devant mon ordinateur, c'est le point de départ de cette analyse que tu as la gentillesse de citer, hyper-concurrence entre amis. Je me suis rendu compte que j'étais dans la même posture devant mon ordinateur assis que quantité d'autres personnes qui, dans le champ commercial, dans le champ du lobbying, dans d'autres champs d'activité, je me retrouvais à faire quoi? Mais je me retrouvais à créer, à concevoir et à vendre des événements, c'est-à-dire des productions. Pourquoi faire? Pour exister aux yeux de ce qu'on appelle un peu bizarrement les publics de notre association, exister aux yeux de ces publics-là, exister dans l'agenda de ces publics-là, donc que les événements que je mettais en place soient retenus et soient notés dans les agendas, et exister bien sûr dans les rapports d'activité que, comme animateur, j'étais chargé de rédiger chaque année au mois de juin. Donc voilà. Et donc je me suis rendu compte finalement que j'étais pris dans une sorte de course du mois de juillet, enfin disons du mois de septembre, plus souvent au mois de juin, une course permanente pour produire ces événements et les faire connaître. Et que j'étais donc pris dans une sorte de production dans un marché compétitif. Et alors, je termine peut-être en développant ce point-là. Qu'est-ce que c'était ce marché compétitif, voire hyper compétitif? C'est le marché de tous les gens qui, comme moi, mes collègues dans d'autres associations, qui cherchent à exister. Et alors, quelles sont, aux yeux du public et du pouvoir subsidiant, quelles sont les caractéristiques, en quelques mots, de ce marché hyper compétitif? Il s'agit donc de toucher les publics, d'élargir éventuellement ces publics. Il s'agit de se positionner dans un réseau. Et alors, dans ce réseau, on se positionne avec d'autres acteurs dont on est proche, qu'on aime bien, mais en même temps, et je vais y venir, on est un petit peu leurs rivaux. Il s'agit aussi de multiplier les projets
Et le projet, c'est un mot que des gens comme Franck Lepage ou bien un livre comme Le Nouvel Esprit du capitalisme de Chiapello et Boltanski a bien montré que c'est un mot emblématique du capitalisme contemporain depuis les années 70 ou depuis les années 80-90. Et puis, il faut un renouvellement permanent de ces projets. Donc, je cours toujours derrière mon ordinateur à créer des partenariats, réagir aux sollicitations du réseau, etc. Et je suis toujours dans l'autocontrôle, c'est-à-dire ma publication Facebook de mon événement, combien est-ce qu'elle a eu de likes, combien est-ce que j'ai eu de participants, ça fait combien d'heures. Je fais ma convention de co-valorisation avec mes partenaires, mais j'ai droit à combien, à quel pourcentage de co-valorisation dans mon quota d'activité annuelle, etc. Et donc, c'est un peu comme le statut de cohabitant au chômage, pour faire une comparaison un peu osée. Et donc, je me rends compte que je suis pris dans cette course-là et que je suis pris dans un paradoxe, c'est-à-dire ce marché hyper compétitif est une hyper concurrence entre amis, puisque mes rivaux, mes compétiteurs sur ce marché-là, en permanence, ce sont par ailleurs mes partenaires. Mes partenaires dans l'associatif avec qui je monte un projet pour une activité ou une semaine d'atelier ou de formation, si j'ai une autre idée, mais qu'ils ont eu la même idée un peu avant moi ou un peu après moi, alors est-ce qu'on fait un partenariat? Oui, ou est-ce qu'on joue cavalier seul? Et puis après, il y a tel autre partenaire que je mets dans la danse ou pas? Et donc, ce sont des arbitrages très singuliers. Et je me rends compte, et je vais terminer par là, qu'en fait, j'évolue dans un champ paradoxal et aux effets potentiellement toxiques, avec un double lien. Ce qu'on appelle, ce que des gens comme les théoriciens de Palo Alto ont appelé double bind. On me dit à la fois, fais des partenariats, soit dans la coopération, soit dans toutes ces valeurs des décrets dont on vient de parler, de l'action associative, soit dans le partenariat, la coopération, l'ouverture, et dans ces valeurs-là. Et par ailleurs, on me dit, fais ton quota d'heures, remplis ton dossier de subvention, un beau dossier, etc. Et donc valorise tout ça comme on le demanderait à quelqu'un qui ferait du lobbying ou qui vendrait des produits. Et donc je suis dans cette ambivalence, dans cette contradiction, dans ce double bind, et ça développe alors toute une série d'effets un peu toxiques, et ça appelle des solutions que j'ai essayé un peu de développer, mais c'était un article qui date déjà, mais donc c'est ce qui posait un petit peu les jalons de cette réflexion. Voilà un peu ce que je voulais partager à ce stade. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question, mais c'est mon point de vue, en tout cas par rapport à ce décret, tel que je l'ai moi-même découvert. Tu as anticipé déjà sur la suite et répondu à la question, donc ça laissera plus de place pour vos interventions, c'est bien. Gwenaëlle, tu as, donc on l'a dit, participé à un collectif qui s'appelait Bigoudi, qui a mené une réflexion, une publication, je pense, sur ce décret de 2003. Je voulais t'inviter à parler notamment des procédures d'évaluation, mais peut-être que suite à ce qui s'est dit, tu as d'autres choses aussi à dire sur ce décret. Bonjour. Oui, moi je vais aussi commencer par comment je suis rentré dans cette histoire. Et mon lien avec l'éducation permanente, je le vois par moments de l'intérieur et plus souvent de l'extérieur. Et en tout cas, en 2003, clairement, j'étais de l'extérieur du sérail et de la reconnaissance. La réforme nous a amené toute une série de collectifs, on en parlera peut-être plus en longueur tout à l'heure sur la question de l'émergence de collectifs, d'initiatives informelles, militantes dans un tas de secteurs différents qui se sont réunis, dans des tas de disciplines différentes, plutôt dans des tas de secteurs qui se sont réunis parce qu'elles se sentaient appelées par le ministre de Motte à partir du moment où il a utilisé le terme d'ouvrir le décret, le secteur aux émergents. On s'est reconnu dans ce terme, on s'est reconnu dans l'idée que dans la philosophie, dans l'esprit de l'éducation permanente tel qu'il a été présenté par Luc Carton, et dans l'idée que nos actions, qu'elles soient envisagées dans le court terme, dans le long terme, parfois à des échelles très locales ou à des échelles plus larges, méritait subvention publique, mais évidemment sur une base comme celle qui est définie là, qui est une base effectivement qui nous ancre dans le collectif, dans le contre-pouvoir et pas dans la mission effectuée pour les services publics et pas non plus dans une forme d'institutionnalisation
voilà, laissée à politiser. Je veux dire, il y a plein de choses il y a plein d'initiatives, qu'elles prennent la forme d'une ASBL ou pas d'ailleurs, qui, quand elles naissent, n'ont pas forcément un plan de carrière et ne se disent pas forcément que leur but, c'est d'exister encore 20 ans plus tard. Alors là, pour le coup, je fais partie du Cinéma Nova qui existe encore 25 ans plus tard et qui a finalement été reconnu en éducation permanente, qui ne l'était pas en 2003. Mais c'est clair que, par exemple, si on parle du Nova, c'est quelque chose qui est né dans des circonstances bien particulières où quelques personnes qui se considéreront comme faisant partie du public et pas comme des opérateurs culturels et pas comme des professionnels, qui identifions des manques dans une partie de l'offre culturelle, qui voulons la combler nous-mêmes, qui formons un collectif pour ce faire et qui obtenons la possibilité d'avoir un lieu gratuitement de manière précaire, nous lançons et donc cherchons des subsides. Je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre plein d'autres. Et donc notre perception de l'éducation permanente à ce moment-là, elle est compliquée parce que on est très intéressé par cet esprit tel qu'il est défini dans l'article 1 du décret, on s'y reconnaît, et puis on se rend compte qu'il y a toute une série de choses qui font qu'on ne peut pas rentrer dedans. Il y a un mur, et il y a un mur légal qui rend la chose déjà très compliquée. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, c'était très compliqué sous le décret de 76, c'était autrement très compliqué sous le décret de 2003, mais ça reste très compliqué dans tous les cas. Mais il y a aussi des choses il y a du non-dit dans tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites un trajet dans l'administration, dans les ministères. Par exemple, quand vous êtes un cinéma ou une radio associative ou un collectif de sans-papiers ou que sais-je, que vous essayez d'obtenir une aide, en fait, ce qui vous importe, c'est d'obtenir une aide pour faire ce que vous faites et pas pour faire autre chose. C'est surtout ça. On vous renvoie d'un endroit à l'autre. Et ah non, mais dans l'audiovisuel, ça va pas parce que vous n'êtes pas assez audiovisuel. Non, mais en musique, non, mais vous faites pas assez de musique. Non, allez dans l'éducation permanente. Et c'est un peu le fourre-tout. En tout cas, c'est considéré comme ça dans une partie du monde politique et de l'administration. C'est un peu le fourre-tout. Et alors là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit. C'est que, alors moi, j'ai 2 ans, 76, donc c'est plus des choses que j'ai appris par après en lisant les textes. Mais sur cette idée d'ambiguïté qu'en 76, le décret a été voté à l'unanimité de tous les partis politiques, donc les libéraux, les socio-chrétiens, tout le monde a voté ça, ce qui montre bien qu'il y avait une ambiguïté, parce que si vraiment il était clair que c'était financer la contestation sociale, les libéraux l'auraient pas voté. Donc, et cette ambiguïté, c'est notamment le fait que il y a l'idée que l'éducation permanente, c'est la contestation sociale, c'est le collectif, c'est l'esprit critique, mais il y a aussi l'idée que c'est la formation continue, il y a aussi l'idée que c'est des activités dans le temps libre, des activités de loisirs. Il y a donc plein d'idées comme ça qui se mélangent. Et dans les faits, quand on regarde, je me rappelle ce qu'on faisait en 2003, quand on s'est invité dans ce qu'on espérait être un débat sur la réforme de l'éducation permanente, on s'est invité, on n'a pas été invité, on n'a d'ailleurs pas forcément été très bien reçu. On essayait aussi de décrypter qu'est-ce que c'est finalement ce secteur, et une des choses qui nous permet de le décrypter, c'est de lire la liste des associations reconnues. Il y en avait 700 ou 800 à l'époque, et c'est difficile de trouver un point commun entre toutes ces associations. C'est très compliqué, et ça forme vraiment un ensemble gloubi-boulbesque, pour reprendre une expression de ceux qui ont regardé la télé à la même époque que moi. Donc il y a ça, et puis il y a une autre chose qu'on apprend aussi quand on commence à s'y intéresser, c'est effectivement la pilarisation, c'est de se rendre compte que le décret favorise quand même essentiellement des organisations d'envergure et notamment qui ont une action territoriale assez large, donc le local est relativement un parent pauvre. La question du collectif qui est... Alors là, j'en arrive peut-être à la question des critères d'évaluation, parce que ça devrait être une dimension centrale, me semble-t-il, de l'éducation permanente, la question du collectif. Quelque part, dans notre société, elle se heurte à la question de la professionnalisation. Quand on a un emploi à long terme, quand on a un CDI, quand une association repose essentiellement sur quelques CDI,
évidemment, on a une forme de soumission. C'est pas ça qui est le plus encourageant pour aller se battre et pour aller se mettre en mauvais rapport avec le pouvoir politique, puisque la préservation de l'emploi, à un moment, devient un facteur assez important. Et donc, en 2003, on pouvait très bien observer dans cette liste de 700-800 associations que beaucoup d'entre elles avaient perdu un peu leur dimension militante, collective, bénévole, et que donc, par contre, les critères du décret ne permettaient pas, finalement, puisque c'est exactement l'inverse que le décret essayait d'implémenter, c'est justement de professionnaliser, de tout baser sur les fameuses couches de lasagne, puisque la plus grande part de la subvention, c'est la part emploi quand même, et on ne peut pas y échapper. Hein. Donc, si dès qu'on est reconnu, on doit accepter cette part emploi, et donc on rentre dans cette forme de professionnalisation. Et donc voilà comment on perçoit quand même aussi l'éducation permanente de l'extérieur, avec par contre une réaction inverse une fois qu'on a affaire aux gens plutôt du secteur de l'éducation permanente. Quand on arrive avec cette, comme je disais, en audiovisuel, on va nous dire non, allez en éducation permanente, puis on arrive en éducation permanente, on dit mais non, mais vous faites de l'audiovisuel. Alors, on dit oui, mais regardez, par exemple, je dirais, Bruxelles Laïque fait un festival, ils montent des films et ils sont subventionnés en éducation permanente. Ah oui, mais c'est une association laïque. Et donc, ce qui compte, c'est la laïcité. Le PAC, ce qui compte, c'est que c'est une association socialiste. Le MOC, ce qui compte, c'est que c'est une association chrétienne. Et donc, ça, c'est aussi quelque part un non-dit. C'est que c'est aussi un décret, et c'est lié à l'histoire de ce décret, qui favorise des associations pilarisées qui ont une vision englobante, une idéologie, et qui, à partir de ce moment-là, peuvent travailler dans des tas de champs, dans des tas de disciplines différentes. Mais si vous êtes une radio associative, si vous êtes un cinéma associatif, si vous êtes un collectif de sans-papiers, c'est plus difficile. Alors, c'était comme ça en 2003, il y a eu évidemment des évolutions, heureusement. Et je voudrais dire un dernier mot dans cette chose-là, dans aussi les choses qui sont non dites. C'est qu'en fait, ce qui est quand même fou, c'est que, enfin, c'est très beau l'éducation permanente, je suis bien d'accord, il faut se battre pour que ça existe et que ça continue et que ça se renforce et que ce soit plus clair dans le sens énoncé par Luc Carton. Mais ce qui est frappant, et nous, notre petit périple de 2-3 ans à essayer de négocier avec le cabinet de Motte, avec le Conseil supérieur de l'éducation permanente, etc., était une expérience formatrice qui nous démontrait que l'éducation permanente s'arrête à la porte des cabinets, s'arrête à la porte des parlements, s'arrête, hélas aussi souvent dans certaines associations, à la porte des conseils d'administration. Et il y a vraiment une espèce de... C'est plus qu'une ambiguïté, c'est presque de la schizophrénie entre un discours et un secteur et des financements et un décret qui est brandi pour favoriser certaines choses qui, dans la société, ne sont pas du tout reconnues. Donc, je veux dire, vous allez faire de l'éducation permanente, même en dehors du décret, parce que si on prend la philosophie de l'éducation permanente, ça n'existe pas que dans le décret, ça existe dans la société, dans des tas d'actions quotidiennes menées par des groupes, etc. Que ce soit, je ne sais pas, dans le secteur de l'urbanisme, que ce soit dans des tas de choses où vous essayez de participer, de contester, de contre-proposer, etc., le politique va toujours essayer, en premier lieu, de vous délégitimer, de vous exclure, de vous faire taire. Et donc, l'éducation permanente n'existe pas. Et ça, y compris par ceux qui la portent, je veux dire, politiquement. Et ça, c'est quand même... voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose qui fait réfléchir. Et que nous, à ce moment-là, quand il y a eu cette réforme, on s'est dit, en tant que tel, un budget si gros et un décret si beau dans sa philosophie, ça mérite un débat de société, y compris avec ceux qui ne sont pas dans le secteur. Et ça, c'était un mur face à nous, c'était hors de question d'en faire un débat de société. Il y a matière à débat. Je pense que vous pourrez peut-être vous répondre les uns les autres après. Je vais juste poursuivre un peu la petite trame qu'on avait prévue, comme ça on arrive à la fin de la première partie. Luc, est-ce que la réforme de 2018 répond à une partie de ces critiques, ouvre des possibilités de changer les choses? Oui, partiellement, mais ça dépend des acteurs. Donc, je peux comprendre, c'est peut-être chiant ce qu'on fait devant vous, je ne sais pas. Moi, je pense que ça peut être un peu chiant. Mais parce que le fond du fond,
Hein, et Gwen, je crois qu'on s'en approche. Je crois qu'il faut sortir en tout cas du manichéisme. Je crois qu'il n'y a pas un État qui tente ici, de manière systémique et volontaire, de contrôler des processus d'émancipation pour les réduire. Ce n'est pas le cas. On a un État faible, divisé, et c'est presque une chance pour l'éducation permanente. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons qui explique la puissance de la société civile organisée en Belgique, francophone, qui explique aussi le vote fasciste réduit à presque rien en Belgique francophone. Je crois que c'est la force de cette démocratie d'opinion qui fait ça. Et donc je pense qu'effectivement, les procédures sont très imparfaites, mais la conscience associative est très imparfaite aussi. Donc je veux dire, il y a aussi un asservissement volontaire que je vais tenter de qualifier pour faire le chemin de 2003 à 2018. Il se fait que par le plus grand des hasards, en 2005, j'arrive au service général d'inspection de la culture avec une mission spéciale de développer l'auto-évaluation réflexive des associations en concertation avec l'appareil d'État. Amusant. Et donc, rapidement, je cerne 2 priorités avec l'accord du secrétaire général, Ingberg, les centres culturels et l'éducation permanente. Et rapidement, je m'aperçois que le décret de 2003, comme vous l'aviez bien anticipé, produit un effet pervers majeur qui est très facile à comprendre. Rapidement, quand un inspecteur rencontre une assoce lui dit « Oui, je suis en train de faire mes 200 heures et je termine ma 27e analyse que l'État m'a demandé de faire. » Ben non, l'État ne lui a rien demandé. L'assoce a voulu être reconnue. Pour ça, elle a dû rentrer dans les critères. Une fois qu'elle est reconnue dans les critères, elle prend les critères comme finalité et elle devient une usine. Hein? À côté d'autres usines, tu as magnifiquement décrit la chose. Mais c'est une perversion qui n'est pas intrinsèque au décret. Elle est intrinsèque à un processus qui lie à la fois la professionnalisation et l'institutionnalisation, mais aussi la perte de vitalité associative, c'est-à-dire la perte de l'instituant. Parce que là où il y a de l'instituant, ben, ça ne se passe pas comme ça. L'État n'a rien demandé. Le décret ne demande rien. Il dit, si vous voulez être reconnu, il faut adopter un métier ou l'autre. Il y en a 4. Dans ce métier, vous devez faire des certaines quantités pour qu'on puisse ne plus dire « ce sont mes copains, donc je vais les financer ». C'était pour sortir du clientélisme précédent qu'on voulait arriver à ça. Moi, j'ai vu des rapports d'inspection des années 80, 90 et encore au début des années 2000. C'est association bien connue de nos services. Bon pour financement. C'est comme ça que ça se faisait. D'accord ? Ben, à mon époque, c'est plus devenu ça. Et on en a été fiers. C'est-à-dire qu'on a commencé à discuter, non pas sur des bases objectives, sur des bases intersubjectives, c'est-à-dire ce qu'on peut se comprendre sur le sens de ce que l'on fait. Et donc, petit à petit, on s'est aperçu au sein de l'inspection générale que la subsidiologie est le pire ennemi de l'association. Qu'effectivement, se condamner soi-même à des travaux forcés éloigne du cœur de métier de l'émancipation. Il distrait de la visée historique. D'où l'idée qui chemine dès 2006. Je remets un rapport de 25 pages à la ministre en lui disant « Ce décret de 2003 est sur son cul. Tout le monde fait des choses à l'envers désormais. » Qui plus est, les axes étant séparés les uns les autres et les petites associations et moyennes ne pouvant cumuler que 2 axes, on est obligé de faire des choses en leur tordant le cou. Puisqu'on ne peut faire, mettons, si on est reconnu en 3, que de la production. Si on fait de l'animation, ça ne compte pas. Hein, quoique progressivement, on va dire que ça compte tout de même. Donc, ça devient très barbare et très emmerdant, à vrai dire. Donc, on a tenté d'engager un processus d'évaluation avec des gens très chouettes du GIRCEF, un laboratoire de l'UCL, en mettant tous les acteurs de la régulation, comme on dit, l'administration, l'inspection, le cabinet, les scientifiques, le conseil sup, autour de la table. Et je trouve qu'on a fait un beau travail, qui est un travail de déconstruction de ces effets pervers. Et donc, on a tenté de cheminer vers un décret rénové. Alors, je dis les quelques paramètres de changement. Rapidement. Oui. Le premier, c'est d'inverser le titre, et ce n'est pas un effet linguistique, c'est fondamental.
décrets de 76 et de 2003 disent on reconnaît l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, ça veut dire dans le champ de nos amis. En 2018, on dit on reconnaît l'action d'éducation permanente quand elle a lieu dans le monde associatif. Ça veut dire que ce n'est plus un secteur, ce n'est plus le mouvement ouvrier, étendu aux environnementalistes, puis aux féministes, puis. C'est désormais toute action associative porteuse d'une émancipation et d'une critique par des voies de la participation des citoyens, quelle que soit la politique publique, mérite d'être reconnue. Et ça peut être un levier prodigieux de conflictualité politique nouvelle, notamment dans les politiques régionales. Et les assos qui sont, par exemple, en santé mentale, je pense à mes amis de Liège, Revers, Basaglia, ou mes amis de Bruxelles, de l'autre lieu, eh bien, et qui sont reconnus en région wallonne dans les affaires sociales et de santé, eh bien, ils se font massacrer dans leur émancipation en région wallonne. Et ils se font célébrer en éducation permanente. Et donc, cette bi-appartenance est un levier de résistance politique absolument extraordinaire. Et c'est ça ce que le renversement de titre veut dire. Deuxièmement, prendre l'article 1er au sérieux, c'est sortir du sac de mots. Et là, après avoir beaucoup débattu, beaucoup cherché, on s'est mis d'accord sur on va demander aux assos, plutôt que de faire des rapports d'activité qu'on ne lit jamais, qui sont emmerdants et qui emmerdent tout le monde, y compris les assos, on va leur demander de répondre à 4 questions en intime conviction, c'est-à-dire il ne s'agit pas de justifier, il s'agit de chercher. Ce sont les questions de recherche. Première question, 1. En quoi notre action développe de l'associationnisme, c'est-à-dire agrège des citoyens dans le désir de transformer les choses. 2. En quoi notre action promeut des droits individuels et collectifs, économiques, sociaux, civils et politiques, environnementaux et autres. 3. En quoi notre action produit-elle une critique effective du désordre établi, et par quelle voie, et comment? Et 4. Quelle visée de transformation sociale, économique, politique et culturelle poursuivons-nous? Répondre à ça, non pas en disant « mais oui, je le fais, je suis une assoce ». Non, en disant « c'est compliqué, on essaie de le faire, on y arrive par jalons successifs ». Et donc, ça deviendrait ça, c'est l'idée en tout cas. Elle est un peu sabotée, mais c'est l'idée. L'idéal est de demander aux assos de réfléchir à un rythme de 5 ans autour de ces 4 questions. Et ça deviendrait ça, le référentiel central de la reconnaissance. Et accessoirement, il y aurait les métiers et leurs critères. C'est l'idéal. Accessoirement ou en plus? Accessoirement, dans l'esprit du législateur, s'il est pour l'instant au micro. En plus, s'il est desservi par des visées contraires, soit au sein de l'administration, soit du côté politique, soit par la mécompréhension associative de l'enjeu. Donc, c'est toujours très balancé. Mais en tout cas, il y a un levier. Et ce levier, il faut que les assos s'en emparent. Parce que, et c'est le dernier mot, pour revenir sur la naissance de 2003, j'ai fait partie des petits complotistes qui ont tenté de faire advenir le décret de 2003. Pourquoi? Parce que je voyais bien le close shop. J'étais dans un groupe qui s'appelait Bastin-Yerna. Bastin, un ponte du MOC, Yerna, un ponte de la FGTB de Liège. On était 15 hommes d'un côté, 15 hommes de l'autre, et on se cooptait, les années 80. Un jour, il y avait tout de même une femme qui dit « Je ne sais pas s'il faut continuer à 2 colonnes, et s'il ne faudrait pas changer de colonne et faire une colonne des femmes et une colonne des hommes. » Et une autre femme, parce qu'il y en avait 2, a dit « Je crois que la question écologique et la question environnementale supposerait une 4e colonne. » Ce jour-là, le club est mort, il a explosé. C'est-à-dire que le partage du monde entre mouvement ouvrier chrétien et mouvement ouvrier socialiste avait vécu. D'autres mouvements sociaux féministes et écologistes arrivaient sur la scène. Et c'est ça, le fondement réel du décret de 2003, c'est qu'il faut absolument faire sauter la pilarisation et faire sauter l'appropriation privée du décret par les mouvements ouvriers. Et le second, tu l'as bien dit, Farah, c'est l'endormissement des associations dans l'insertion socio-professionnelle et la gestion de crise de 1981
à 2002. Merci. Nous avons, comme souvent, fort avancé dans le temps, mais aussi dans le propos. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant de vous poser une question à toutes et tous. Donc, ceux qui sont ici sur la scène, mais à vous aussi. Il y a les décrets, on en a discuté, mais en fait, est-ce que quoi qu'on pense des décrets, est-ce qu'il n'y a pas d'autres évolutions sociétales, d'évolution des associations, d'évolution des publics, des individus, des médias, que sais-je, qui en fait mettent à mal ce rôle critique de l'associatif et qui font que l'associatif a peut-être du mal aujourd'hui. Alors on n'est pas obligé d'être nostalgique, peut-être qu'il ne l'a jamais été. Moi, je me dis que dans les années 70, il était un peu plus critique, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que, voilà, quel serait, et chacun, et donc là, je vous invite vraiment, vous aussi, à répondre à la question, qu'est-ce qui, aujourd'hui, en fait, met à mal le rôle critique de l'associatif, le rôle de contre-pouvoir de la société civile, la possibilité, pour nous, en tant que citoyens, quand on se met en collectif, de critiquer, contester l'évolution de la société et les politiques menées. Qui veut répondre? Et si quelqu'un répond de ce côté-là, ce serait pas mal. Alors, comme souvent, le dispositif scénique fait que nous, on ne vous voit pas. Donc si quelqu'un a reçu un micro, oui. On m'entend? C'est vraiment pour rendre service à la salle. Hein. Il faut bien que quelqu'un commence. Moi, je dirais comme ça la précarisation. Et j'ai l'impression aussi, parce que dans votre titre, association mi-lutte, mi-soumise, alors autant le côté soumis m'apparaît, lutte m'apparaît moins aujourd'hui. C'est comme si dans le champ associatif, il y avait une forme d'intériorisation de la soumission et que les possibilités de lutter ou de faire collectif étaient un peu réduites, notamment par la précarisation. C'est effectivement une donnée qui ne va pas en s'améliorant, mais en même temps, la précarisation pourrait pousser les gens à se révolter et on n'en est pas là pour le moment. Là. Moi, je voulais simplement faire une petite intervention. Il me semble qu'on vit dans une société, et c'est un secret pour personne, dans une société capitaliste, où l'enjeu fondamental et égocentré est basé sur le mercantilisme. Ce qui fait que les personnes, la société, n'ont plus la notion de communauté, de solidarité, d'entraide. Ces notions-là, je veux dire, ne font plus écho chez les gens. Ce qui leur intéresse, c'est rentrer dans une société de consommation. Et si on est égal et on fait ce que l'autre demande, ce que mon directeur va me demander. On parlait d'association. J'ai vécu un cas dans une administration où j'ai travaillé, où j'ai eu des pressions de mes supérieurs hiérarchiques pour une association que je devais essayer de rentrer dans des critères. Or que cette association-là ne rentrait pas dans les critères. J'ai appliqué la réglementation et malgré tout, j'ai eu des pressions après de ma hiérarchie. Mais je veux dire simplement, pourquoi je donne cette petite anecdote, c'est pour dire qu'on doit rentrer dans le moule. On essaye de faire rentrer les gens dans le moule. Si vous n'êtes pas dans le moule, il y aura des pressions. Pression au niveau de l'emploi, pression au niveau personnel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens... Il y a que, j'allais dire, entre guillemets, les téméraires qui continuent à agir et à lutter et à se dire « Ok, moi je veux me battre
pour la liberté d'expression, je veux me battre pour la dignité, je veux me battre pour des valeurs de solidarité. Et moi, ce que je constate, heureusement, il ne faut pas avoir un tableau pessimiste, mais ce que je constate, c'est que de plus en plus, l'individu se recroqueville sur lui-même et pense à son bien-être personnel. Et le reste, ça n'existe pas. Et heureusement, et je remercie ce Festival de Liberté et cette conférence aujourd'hui, car on voit qu'il y a encore un élan et qu'on dit aux gens et on leur dit, mais écoutez, il y a encore moyen d'agir, il y a encore moyen de faire des choses. Mais avec la pression du politique, avec la pression de la société dans laquelle on vit actuellement, c'est très difficile de faire entendre sa voix. Merci. D'abord monsieur, et puis madame plus devant. Alors, je comptais faire deux considérations. Oui, si vous voulez vous présenter, comme ça situe votre propos, et sans obligation. Alors, Marco, travailleur dans l'aide à la jeunesse, papa de 2 enfants, actif dans l'association des parents de ses enfants, actif dans sa rue. Je fais régulièrement des soupes pour les voisins. Voilà, bon, ça va. Donc, une question, voilà, donc je suis tout à fait... ce qui vient dit, à savoir voilà, avoir un regard sur analyser le contexte, le comprendre. Encore faut-il avoir des lieux et des moments ou des endroits pour pouvoir le faire. Et là où je voulais intervenir, c'est amener une dimension qui peut paraître banale. En tant que papa, je me la pose tous les jours, à savoir le temps. Un temps citoyen. Donc un temps où finalement la question de l'individualisation ou de l'individualisme se poserait autrement, parce qu'on aurait le temps aussi, en plus de ne rien faire et se permettre de le faire, en plus de pouvoir effectivement avoir cet élan solidaire ou cet élan d'aller vers les autres, parce qu'on a le temps et de pouvoir le construire aussi avec d'autres. Voilà. Alors, je connais quelqu'un ici qui a quelque chose à dire là-dessus, mais qui a déjà beaucoup parlé. Donc, est-ce que tu peux le dire très très vite, Luc? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. La question du temps est la question cruciale, en particulier quand on est en âge d'avoir encore des enfants et d'avoir peut-être déjà aussi encore ses parents. Hein, et donc d'être coincé à tout niveau. Donc je crois qu'effectivement les visées d'approfondissement de la démocratie, délibérative, participative, contributive, etc., je n'entre pas dans le détail, supposent qu'il y ait une revendication convergente, commune, de type créditant citoyenneté, et qui libère, qui permettent aux citoyens de se libérer. Par exemple, c'est un ordre de grandeur, en tout cas que je travaille dans mes papiers, 1 jour par semaine, toute la vie, avec un financement et des droits pour investir les fonctions collectives, les communs, les associations, l'entraide et la lutte. Je pense que ce type de droit qui fusionnerait et augmenterait les congés politiques, les congés syndicaux, les congés culturels, le congé éducation ou ce qu'il en reste, et qui le magnifierait, permettrait à d'autres que des bourgeois de la classe moyenne supérieure d'être toujours les mêmes protagonistes de la participation. Il y avait madame d'abord là-bas, je pense, si j'ai bien vu. Est-ce que quelqu'un ici souhaite intervenir aussi? On va d'abord donner la parole à madame. Oui. On m'entend? Oui. Donc je vais d'abord me présenter. Donc je suis Christine. Donc globalement, je suis anticapitaliste, je suis objectrice de croissance et alors je suis aussi une fervente, une fervente défenseuse, on va dire, de Bernard Friot. Qui est pour pour émanciper. Il y a le livre Émanciper le travail. Et en fait, il parle du salaire à vie. Bon, ça, évidemment, je ne vais pas expliquer ça maintenant, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui le connaissent. Et donc, si vous lisez Bernard Friot, vous verrez que ça résout le problème du temps, hein, le temps pour éduquer les enfants, pour travailler en même temps et pour aussi... le travail peut se faire
en ayant un salaire. Enfin oui, je vais pas tout expliquer, je vais pas l'expliquer maintenant. Hein. Mais donc je fais référence à Bernard Friot. Vous pouvez voir. Donc il y a le livre Émanciper le travail, qui est fort intéressant à lire. Et alors aussi, vous pouvez voir des vidéos de lui sur www.réseau-salariat.info. Christine, Oui. donc, la question du temps, moi je suis tout à fait d'accord, Ah c'est oui, un oui. enjeu central, mais on va essayer de rester sur notre débat. Ah oui, Donc, qu'est-ce oui. qui empêche Oui. les associations et les collectifs d'être critiques, Oui. enfin qui limitent leur pouvoir de critique? Oui. Alors, donc moi je suis dans une association, la Ligue TOC, et donc j'anime un groupe d'entraide. Et en tant que représentant de la Ligue TOC, je suis membre de la Fédération des associations de patients au niveau de la Wallonie. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Eh bien, ce qui pose problème, donc à la fédération, entre autres, c'est que en tant que malade, on est bénévole et on est militant pour défendre la société, les patients, mais de manière générale, la santé pour tous. Et on le fait bénévolement et on le fait avec cœur. Mais le problème, c'est que aussi bien dans la fédération que dans les associations, il y a des gens payés, salariés, qui ne sont pas malades et qui finalement prennent le pouvoir sur nous. Il y a de plus en plus, dans la fédération, il y a 18 temps plein, comment on dit ça, équivalent temps plein, et qui font tout le travail et nous, on ne sait pas suivre. C'est-à-dire que non seulement on est malade, on n'a pas la compétence de faire autant qu'eux, mais eux, finalement, normalement, au départ, cette fédération était représentant des patients. Et donc, ils disaient, oui, ce sont les patients, le leitmotiv au départ, c'était ce sont les patients qui parlent et pas les médecins à la place des patients. Ça, c'était le point de départ de cette fédération. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je vois après 20 ans, et même déjà après 10 ans, c'est que les salariés veulent représenter les patients à notre place. Et il y a de moins. Et alors, ils prétendent, ils disent, oui, mais on vous représente, mais on vous écoute, hein, on vous écoute. Ah oui, mais... Enfin, oui, je suis longue. Donc la professionnalisation, la professionnalisation qui finalement perd l'essence de l'association ou son sens originel. Et alors, une dernière chose, et comme ça je termine. Et alors, le comble, c'est que maintenant, les politiques, les politiques maintenant, c'est que il faut mettre au travail les malades de longue durée. Et donc, entre autres, oui. Et donc, on est en même temps... On doit chercher du boulot et en même temps être militant. Mais alors moi, je me suis j'ai jamais dit à l'ONEM que j'étais bénévole. Hein, parce que si je disais que j'étais bénévole, on n'aurait pas accepté le nombre d'heures que je consacrais à l'association. Et donc, je suis coincée entre les deux. J'ai jamais dit. Donc en fait, c'est et le travail et le chômage qui empêchent de militer. Gwenaëlle, vous avez beaucoup réfléchi sur la question de la professionnalisation. Est-ce que tu veux réagir? Sinon, Steve avait des choses à dire, mais sur autre chose. Moi, j'étais parti pour répondre à ta question, mais... Alors... Quelqu'un a le micro? Non. Ce que je voulais dire est vraiment très en lien à la fois avec ta question, Mathieu, et l'intervention de Madame et la professionnalisation. Donc moi, je suis Muriel, j'ai une certaine expérience à la fois dans le militantisme et dans la demande de subsides. Et donc voilà, tu poses la question, qu'est-ce qui limite le pouvoir de critique? Moi, j'ai envie de répondre, qu'est-ce qui permet de développer le problème le pouvoir de critique? Et c'est la question suivante. J'anticipe, je me permets.
Donc, clairement, pour éviter ce hiatus, cette séparation entre les salariés et le public, les expériences qui se développent depuis un certain nombre d'années, c'est de proposer au public, donc aux personnes qui ont une expérience de vécu, que ce soit en matière de pauvreté, en santé mentale, usage de drogue, peu importe, de pouvoir, s'ils le souhaitent, évidemment, sans pression de l'ENEM ou de qui que ce soit, mais vraiment s'ils le souhaitent, être engagés comme salariés dans une association. Et donc moi, voilà, dans mes collègues, très concrètement, j'ai des personnes qui ont été engagées parce qu'ils ont une expérience de vie en tant que personne bipolaire, qui ont une expérience de vie en tant que travailleurs du sexe, qui ont une expérience de vie en rue, donc sont mes collègues au jour le jour. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là où ça rejoint ta question, c'est qu'à partir du moment où on a comme collègue une personne qui a ce vécu, on ne peut plus fonctionner différemment. On ne peut plus fonctionner comme d'habitude. On est obligé finalement de changer son regard, de changer le rapport parfois de pouvoir ou de savoir qu'on avait par rapport à une problématique. On est questionné vraiment au jour le jour sur comment on prend une décision, sur comment on communique, quels sont les mots qu'on utilise, est-ce qu'on n'est pas un peu stigmatisant quand même, comment est-ce qu'on construit une action. Et donc ça change clairement voilà, à la fois le regard et ça amène ce pouvoir de critique intrinsèquement. Merci. Monsieur, alors juste derrière. Non. Bonjour, je m'appelle Vincent, je travaille à la Fédération et Bruxelles, à la cellule de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales. Et avant ça, j'ai beaucoup travaillé. Ouais, c'est long, mais j'insiste sur l'inégalité sociale. Oui, et je suis tout seul. Madame disait que c'était ambitieux et je dis que je suis tout seul, donc voilà. Alors, avant ça, je travaillais dans le secteur associatif. Donc voilà, alors par rapport à votre question, ce sont que des impressions qui rejoignent un peu ce que vous avez dit précédemment. Moi, vraiment, mon impression, c'est que le secteur associatif, c'est avant tout devenu un marché du travail et que le champ des luttes s'est un peu déplacé, un peu plus dans l'ombre, peut-être au travers des collectifs citoyens plus informels. Deuxième remarque que j'ai envie de souligner, c'est peut-être le fait que la société s'est un peu peut-être embourgeoisée, il y a une forme de moyennisation de la société, même si je suis tout à fait d'accord, la pauvreté est toujours là et je suis vraiment témoin de tout ça. Et lutter, c'est quand même prendre un risque, le risque de perdre ses acquis. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque, prêt à lutter et à perdre ses acquis ? Voilà, c'est plus une question qu'une réponse. Et enfin, ayant pris part à plusieurs émergences de collectifs, d'associations, j'ai l'impression que souvent il y a l'opposition entre plusieurs principes, un principe souvent d'efficacité et un principe de convivialité. Donc souvent on se retrouve avec des gens qui veulent faire avancer, qui veulent professionnaliser peut-être l'association. Il faut faire des statuts, il faut utiliser des projets, il faut utiliser des outils de gestion des projets. Et puis on a d'autres, c'est peut-être des retraités qui viennent là pour rencontrer du monde, etc., créer du lien, etc. Donc des fois je trouve que ces deux dynamiques peuvent s'opposer et voilà, c'est pas toujours facile de dialoguer dans ces collectifs. Voilà, merci. Merci. Et donc là-bas, tout derrière. C'est Sébastien, tout en haut. Et encore monsieur là, et puis je propose qu'on revienne de ce côté-ci. Ouais, merci. Très court, moi Sébastien, je travaille dans une asso à Bruxelles au croisement des questions et des luttes écologiques et sociales. Et pour répondre, moi je pense qu'il y en a 4, mais qui ont déjà plus ou moins été dit, peut-être je vais les dire différemment. La hiérarchisation interne. Donc je pense à l'incapacité parfois grandissante, plus il y a une hiérarchisation dans une asso, des travailleurs et travailleuses à pouvoir être autonomes simplement. La deuxième, c'est l'institutionnalisation, clairement, et qui va de pair avec la professionnalisation. Et donc le fait de d'abord penser à son logo avant de penser à l'impact qu'on va avoir sur la société, quoi. De ça découlent 2 autres. Pour moi, ça vient d'être dit. Je pense que c'est les privilèges, en fait. C'est qu'on est hyper privilégié en travaillant dans les associations. Et en gros, c'est la classe moyenne et la petite bourgeoisie qui travaille énormément en partie là-dedans et qui du coup se repose un peu sur ses privilèges et ne se met pas en danger, elle ne se met pas en risque, comme disait monsieur juste avant. Et la quatrième, du coup, c'est l'incapacité à penser hors cadre. Et hors cadre, ça veut dire à nouer notamment des alliances, je pense, avec ceux qui luttent et qui ne sont pas dans un champ associatif délimité, professionnalisé, structuré. Et effectivement, le champ des luttes s'est déplacé et donc l'incapacité à nouer, parce qu'on est pris dans la professionnalisation, les gros mots comme projet et compagnie, une incapacité structurelle parfois à être
dans la rue, simplement, avec les gens qui luttent, quoi. Merci. Je le reconnais, Julien. Donc, Julien, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur de l'éducation permanente comme salarié. J'y ai été délégué syndical dans une des ASBL dans lesquelles j'ai travaillé. Puis maintenant, je suis permanent syndical, notamment sur la question de la culture. Comme ça, c'est pour et membre de certains CA et d'AG. Moi, c'était là-dessus que je voulais. Il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé et qui, pour moi, peut être un des points d'accroche, tant dans l'explication des changements qui se passent, de la manque de dynamisme, mais aussi peut-être les endroits à réinvestir, ce sont les assemblées générales et les CA d'État des SBL. C'est dans combien d'endroits est-ce que les assemblées générales sont des simples chambres d'entérinement dans lesquelles les gens ne participent même pas, dans lesquelles la composition des AG et des CA serait très intéressante à évaluer. Est-ce qu'il y a encore... Et comme syndicaliste, on n'est pas forcément pour que les travailleurs soient dans les C1, mais c'est une vraie question, notamment dans le champ associatif, que d'avoir en tout cas soit les travailleurs, soit surtout les personnes à laquelle est destinée la SBL. Dans combien d'ASBL, les publics ne sont absolument pas ni dans les AG et encore moins dans les conseils d'administration. Donc là, je pense qu'il y a un angle. Un deuxième aspect que moi j'ai beaucoup vécu sur la fin quand j'étais délégué, c'est à un moment donné, dans plein d'ASBL, et ça a déjà été évoqué, est-ce qu'on engage des militants à un moment donné de l'ASBL pour devenir des permanents, pour leur donner à un moment donné une forme de sécurité, mais aussi pour bénéficier de leur expertise? Ou est-ce qu'on engage des gens qui ont les compétences, comme on aime bien le dire, hein, et puis qu'on va essayer de les transformer en militants? Le deuxième schéma, à ma connaissance, ne fonctionne pas. C'est pour moi uniquement le premier. Mais dans combien d'ASBL est-ce qu'on fait le deuxième, et de plus en plus le deuxième? Je pense que là, il y a un point d'attention dans les dérives. Et enfin, juste pour terminer, par rapport au temps, je pense qu'il vaut mieux développer des logiques de réduction collective du temps de travail. Et d'ailleurs, la loi de 21, elle est en parallèle avec la loi des 8 heures, et elle est mise en parallèle, et il y a une logique politique et idéologique de faire l'ancêtre de ce qui deviendra l'éducation permanente populaire au moment où on obtient la réduction collective du temps de travail à 8 heures, plutôt que de rentrer dans des formules de crédit temps qui sont à nouveau des solutions individuelles dans lesquelles il va falloir rentrer des papiers, etc. Tandis que la réduction collective du temps de travail et la réduction collective du temps de travail, c'est bien le temps collectif, c'est pas compiler tout sur 4 jours plutôt que réduire. Merci. Bon, je pense Festival des Libertés ou Collectif 21, il faudra vraiment qu'on organise un débat sur la question du temps. J'avais promis monsieur là-bas et puis on revient de ce côté-ci. Comme ça? Oui. Bonjour. Je suis administrateur dans une ASBL de soins de santé. Donc, si j'ai bien compris dans les explications, le gros problème, c'est le subventionnement d'une association, mais qu'en fait, le gros montant va dans les emplois, dans la notion d'emploi. Alors, ma réflexion, c'est ma question, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que de donner le salaire à l'association, le donner directement à la personne comme reconnaissance de son travail, et donc de faire passer ça dans la sécurité sociale? Bon, je m'inspire évidemment aussi de Bernard Friot, qui propose une sorte de salaire à vie, plutôt que, comment on appelle ça, les dotations universelles ou le salaire qui serait donné, comme on entend beaucoup, le salaire qu'on donne de base à tout le monde, quoi. Mais je le verrais plutôt comme on donne cet argent à la personne dans le cadre d'une extension de la sécurité sociale, et plus à l'association. Merci. Je crois que Steve avait demandé la parole depuis longtemps, et puis on fait un tour, tout le monde. Vous répondez à la question. Hein, oui. Donc la question c'était qu'est-ce qui limite les associations dans leur pouvoir de critique? Alors juste essayer de tirer quelques fils à partir de ce qui a été dit. Ce qui est intéressant dans les travaux de Friot, c'est le découplage entre l'activité et le revenu. C'est-à-dire le revenu est découplé de l'activité. On pourrait imaginer que les revenus d'une association soient découplés mais alors ça pose la question de l'évaluation. Mais donc quelques fils comme ça sur le temps.
je trouve très intéressant. Il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué, parce que pour répondre à ta question, il y a aussi, je pense, qu'est-ce qui limite le pouvoir des associations et des citoyens, c'est le contexte dans lequel on baigne. Ça faisait partie de la question. Et oui, parce qu'on axe peut-être la discussion, je vais venir après, sur l'axe pouvoir subsidiant association, mais tout ça baigne dans un contexte, puis on oublie, notamment sur la question du temps, en 2 mots, le numérique, pour moi, est quelque chose qui est crucial, l'invasion, le fait de tout au numérique. Quand je vous ai expliqué un petit peu mon parcours, pourquoi j'étais toujours devant l'ordinateur, je pense que dans les mêmes conditions, si le décret était semblable, enfin depuis les décrets, l'évolution du décret, l'arrivée du numérique a encore bouleversé la donne et a encore accru la rapidité des décisions à prendre, a eu un impact considérable sur la spectacularisation des événements qu'on met en place, etc. Et a comprimé le temps disponible, le temps dont nous disposons. Donc ça, c'est sur le temps et le numérique. Sur la question des pressions et des contraintes. Quand on réfléchit au débat qu'on est en train d'avoir, on pense toujours le pouvoir subsidiant pourrait censurer les associations, les empêcher de faire leur travail, etc. Il y a des moyens de contrainte beaucoup plus sournois et inconscients. C'est par exemple les normes comptables. Par exemple, les normes comptables qui pèsent sur les communes sont un moyen de contrainte extraordinaire sur la manière dont les communes peuvent gérer leur argent. Donc, les fichiers, les dossiers qu'on doit remplir, le format du cadre, tout ça, c'est comme une fiche de paie. Qu'est-ce qui est dit dans une fiche de paie juste par le format de la fiche de paie? Donc, qu'est-ce qui est dit dans le dossier qu'on doit remplir qui n'est pas dit? C'est aussi de l'ordre de la contrainte et ça modifie notre façon de penser notre travail. Sur la question des contraintes et des pressions. Sur la question de la précarité, oui, c'était la première chose que vous avez amenée. Là, je pense qu'il y a une clé. Parce que la précarité touche maintenant, bien sûr, les travailleurs de l'associatif, autant, peut-être pas autant, mais comme elle touche par ailleurs de secteurs croissants de la société. Et ça, c'est une alliance à redécouvrir. Parce qu'on est toujours hypnotisé par la relation entre l'association et son pouvoir subsidiant, mais c'est ça, à mon avis, la clé, c'est redécouvrir les alliances entre les membres de l'association et leurs, entre guillemets, usagers, et le reste de la société, y compris les collectifs qui ne sont pas subventionnés, les collectifs informels qui se méfient des associations institutionnelles. Ça, c'est cette précarité. Là-dessus, sur cette précarité commune, il faut repartir de là pour reconstruire quelque chose indépendamment de ce que pense ou ce que dit le pouvoir subsidiant. Pour moi, c'est la clé. Hein. Changer de point d'attention. Le point d'attention ne doit plus être vers le pouvoir subsidiant, mais vers toute la base avec laquelle on est quand même censé travailler. Sur la précarité. Et donc, ça rejoint tout ce qui a été dit sur l'association coupée de sa base. Et alors, pourquoi pas, effectivement, généraliser ce que le réseau wallon de lutte contre la pauvreté fait, donner la parole à des témoins du vécu qui interviennent, qui deviennent des permanents, qui, pourquoi pas, leur faire participer à l'AG, au CA, etc. Donc voilà quelques clés, mais pour moi, je tiens vraiment à insister sur le fait que donc l'importance du contexte dans lequel on baigne et sur cette sorte de capacité à être hypnotisé par cette relation à deux partenaires entre l'association et le pouvoir subsidiant. Il y a tellement d'autres choses auxquelles on doit être attentif. C'est pas du tout ça c'est pas du tout ça notre point de vue. C'est plutôt l'horizontalité, aller chercher ceux avec qui on doit travailler. Farah ? Oui, donc on m'entend ? Oui. Donc jusqu'à présent, ce que l'on a entendu, ce sont des témoignages personnels dans le cadre de leur expérience au sein d'une association ou dans les contacts qu'ils ont pu avoir avec des associations. Alors au sein de ma fédération, on a des espaces de dialogue et d'échange. Donc on a un certain nombre de membres qui sont reconnus en éducation permanente et qui partagent avec nous les inquiétudes que vous avez, les observations que vous avez, mais à un niveau beaucoup plus méta. Alors certes, la question de la professionnalisation, la question de la précarité, toute une série d'autres questions qui est du temps, qui est effectivement le retour forcé finalement des travailleurs au travail, toutes ces nouvelles politiques qui sont mises en place, en fait, qui sont purement des politiques d'activation, que ce soit des allocataires sociaux ou bien des travailleurs qui sont malades longue durée, c'est certes une réalité.
Mais ce que nous essayons, nous, au niveau de la fédération, et c'est ce que nous essayons de faire collectivement, c'est de voir, au-delà de ces réalités particulières, ce qui, à un niveau macro, tu as rappelé effectivement qu'il y a un contexte, mais ce qui, à un niveau macro, ne permet pas ou rend difficile le pouvoir de critique. Et donc, moi, je vais aller à un niveau supérieur de ce qui est vécu personnellement par chacune des associations sur le terrain. Et je reviens sur ce qu'a dit monsieur, c'est la question du rapport triangulaire entre les pouvoirs publics, entre les pouvoirs subsidiants et entre les associations. Je pense que le nœud, il est là. Et tout l'enjeu, c'est de recréer un pouvoir de force collectif. Et je pense que ce pouvoir de force peut être réalisé par des fédérations comme la mienne, par d'autres fédérations que je connais avec lesquelles on travaille, comme le collectif 21, c'est d'essayer de remettre du pouvoir, un rapport de force entre la réalité associative, entre le secteur associatif et les pouvoirs publics et les administrations. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que au-delà de tout ce qui est de l'ordre du témoignage individuel, il faut d'abord avoir une lecture générale qui est de dire mais qu'est-ce qui atteint notre liberté associative ? Qu'est-ce qui porte atteinte à notre liberté de pouvoir critiquer, puisqu'on a des textes qui permettent à certains secteurs, l'éducation permanente, de pouvoir critiquer, de pouvoir être un contre-pouvoir, etc. Donc c'est véritablement ça la question à se poser. Et on voit qu'il y a une série d'atteintes à ce type de liberté-là. Il y a des atteintes de type policière et judiciaire. Je ne vais pas faire un dessin. Vous savez que dès le moment où on descend dans la rue, on est aux prises avec les forces de l'ordre et donc la capacité d'exprimer une voix sur l'espace public est réduite parfois à néant. Il y a aussi le judiciaire, des atteintes judiciaires qui peuvent intervenir. Il y a les atteintes de type politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore quelques semaines, on a attaqué des associations d'éducation permanente sur la question de certains moyens qui sont utilisés dans ces associations-là, essentiellement féministes, sur le fait de pouvoir organiser des réunions en non-mixité. Et donc il y a des atteintes de cet ordre-là, mais il y a aussi des attaques de personnes. On a attaqué des personnes de secteur de l'éducation permanente. Donc c'est des atteintes, des attaques qui ont dû forcer ces personnes-là et ces associations à devoir consacrer énormément du temps, et on revient sur la question du temps, à devoir se défendre, à devoir se légitimer, à devoir déconstruire le discours qui est porté par certains politiques ou par certains groupuscules que je nommerai pas. Il y a aussi des atteintes de type économique. Et tu avais cité, Mathieu, le code des sociétés et des associations. Et effectivement, ce code-là qui intègre les associations dans un espèce de code fourre-tout avec les entreprises et l'association et qui vient gommer la frontière qu'il pouvait y avoir entre ce qu'on va dire le fait de commercer et le fait d'associer, amène aussi toute une série de difficultés. C'est-à-dire que petit à petit, on a le risque de faire rentrer dans le champ de la concurrence des associations qui aujourd'hui effectivement vivent grâce à des subventionnements publics. Je pense qu'il ne faut pas cracher sur les subventions, il ne faut pas cracher non plus sur le financement des emplois, parce que dans cette réalité-là du Code des associations et des sociétés et des associations, on nous pousse vers une concurrence avec le marché privé, mais une concurrence aussi des moyens publics. Moi, je vais citer un exemple dans le cadre d'un précédent projet de réforme dit dispositif APE en région wallonne. À l'époque, le ministre qui menait la danse, c'était Monsieur Géolet, qui était ministre de l'Emploi. Eh bien, il avait clairement dit que les moyens qui lui revenaient, c'est-à-dire pour le secteur de la formation, ne seraient plus des subventions qui seraient affectées à des missions de formation, d'insertion socio-professionnelle, mais ça deviendrait, il ouvrirait avec ces moyens-là des marchés publics qui seraient aussi ouverts au secteur privé, et donc avec la grande possibilité, avec le risque que ce soit des sociétés bien organisées qui remportent ces marchés-là au détriment de petites associations.
et donc qui a les droits, enfin il y avait un risque de mort de certaines associations qui faisaient de l'ISP. Donc ça, c'est les atteintes économiques. Et puis, on a aussi, et je pense qu'il faut le souligner, un problème aussi au niveau des relations que l'on peut avoir avec l'administration. Il faut savoir qu'il y a effectivement un contexte de politique néolibérale, il y a aussi un contexte de nouvelle gestion publique. Il y a des pressions de la part de l'Europe, il y a la pression aussi de la part de la Cour des comptes, le fait de devoir contrôler, mais vraiment à l'euro près, des financements publics et donc des politiques qui sont plutôt orientées résultats. Et on a une espèce de perversion de la relation entre les administrations et les associations. À l'époque, en tout cas, c'est ce qu'on me décrivait comme relation qu'il pouvait y avoir entre les administrations et les associations. Il y avait plutôt une relation de type de confiance et d'accompagnement. Aujourd'hui, cette confiance a quasi disparu, en tout cas dans certaines administrations. On est véritablement dans une relation de méfiance. Il y a cette nouvelle gestion publique qui est arrivée au niveau des administrations avec le New Management. Ils ont des nouveaux outils d'évaluation, des nouveaux outils de gestion qu'ils imposent aux associations. Et ça pervertit la relation qu'il peut y avoir entre les administrations et les associations, que ce soit d'éducation permanente ou d'autres secteurs. Et donc, cette pression qu'il y a sur le contrôle, les dérives... Alors, le fait d'être contrôlé, je veux dire, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais c'est d'amener toute une série d'exigences que, par exemple, les réglementations ne prévoient pas, mais qui sont amenées par les administrations en matière de contrôle. Et donc, c'est parfois, je pense rien qu'au FSE, qui sont des fonds de financement européens, il y a par exemple 4 contrôles qui se font, parfois même dans des intervalles d'années, de plusieurs années, et il s'avère que, par exemple, suite à tous ces contrôles, des associations doivent rembourser des subventions par rapport à un programme d'action qui a lieu il y a une dizaine d'années. Et donc voilà, je crois que c'est tout ça qu'il faut interroger au niveau macro. Alors certes, il y a des difficultés au niveau des individus, au niveau de ce qui se passe au niveau des associations, mais quand on est à un niveau macro, quand on est à un niveau aussi du contexte néolibéral, etc., il y a toute une série d'éléments qui viennent comme des atteintes à la liberté d'autonomie, à la liberté d'expression, à la liberté associative, mais surtout des atteintes qui ne permettent pas d'aller jusqu'au bout dans notre pouvoir d'agir. Merci. Gwenaël. Oui, donc moi je vais juste rebondir sur quelques choses qui ont été abordées, mais en restant dans le champ de l'association subventionnée ou de l'association, le collectif qui considère qu'il peut recevoir légitimement de l'argent public pour faire ce qu'il fait. Parce que sinon, on part dans des... Alors, une première chose, ça a été un tout petit peu abordé tout à l'heure. Donc, on entend de plus en plus que les communautés en Belgique risquent de disparaître. Que la Fédération Wallonie-Bruxelles serait déjà largement en faillite, et on parle en tout cas de plus en plus dans le débat politique de régionalisation de ces matières-là. Je pense que si on réfléchit à l'éducation permanente, à une éducation permanente qui est régionalisée, ça va être une catastrophe. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, ça a été un peu dit tout à l'heure, mais clairement, les atteintes les plus flagrantes et les plus connues à des associations qui sont de l'éducation permanente, elles sont le fait de régions dans des rapports de contre-pouvoir entre une association et la région, qui n'est pas forcément son pouvoir de tutelle en l'occurrence, ou qui l'est en partie quand il y a... voilà. Donc je pense qu'en tout cas, si c'est régionalisé, voilà, ça va être très différent et ça va être un gros problème. Alors, une autre chose, parce que c'est aussi évoqué souvent, c'est quand même ce rapport d'intervention du politique dans des associations. Alors, évidemment, dans des associations où il y a des conseils d'administration politique, et on peut dire, c'est pas forcément... Parfois, ça se traduit par une intervention d'un parti politique, qui peut être le même type d'intervention venant du même parti dans toute une série d'associations à travers le territoire.
ben là, il y a quelque chose, et ça rejoint la question de la régionalisation, sans doute qui a pensé au niveau d'une forme de pacte de non-intervention. En tout cas, sinon, on ne va jamais sortir de cette problématique-là. Et en tout cas, oui, je pense pas le mot de confiance, moi, il m'interpelle un peu, parce que une confiance entre une association et un pouvoir politique, elle n'est pas innée, quoi. Elle ne peut pas exister comme ça parce qu'on se trouve sympathique et qu'on se serre la main. Donc il y a des balises, à mettre. Tout à fait autre chose. Oui, on disait réinvestir les assemblées générales des associations. Et moi, ce que ça m'évoquait aussi, c'est peut-être de ne pas forcément épouser la forme d'une association telle qu'elle est censée exister légalement, et de moins en moins l'épouser d'ailleurs. Parce que, enfin, moi, je parlais de certaines associations où, en fait, il y a une ASBL parce qu'il faut bien un statut juridique et que c'est le plus proche du fonctionnement de l'association, mais ne pas totalement se formater à ce que la ASBL nous demande, parce que sinon on est de moins en moins démocratique. Il y a des manières en fait de fonctionner collectivement beaucoup plus démocratiquement que ce que nous propose ou nous impose une ASBL. Une autre chose, moi, qui me passait par l'esprit, c'est des petites choses, mais quand il y a eu les 2 confinements, qu'il y a eu les actions de Still Standing, j'étais frappé par notamment l'action au mois de mai où 131 lieux ont ouvert, bravant l'interdiction d'ouverture, 131 lieux culturels, mais aussi des maisons de jeunes, des lieux d'éducation permanente. Le fait de se parler entre nous, avec des maisons de jeunes, avec des théâtres, avec des cinémas, avec parfois des lieux assez gros, des lieux tout petits, des gens qui gèrent une péniche, une cave, et de discuter ensemble, c'est quelque chose qui est totalement inédit. Ça n'arrive jamais. Et c'est arrivé pendant le confinement, parce que tout d'un coup, on avait tous du temps, évidemment, et on était bloqués. Mais ça provoque des choses, et on sort de cette logique des organisations professionnelles corporatistes. Et évidemment, quand on se donne ce temps-là, ça peut susciter des choses, ça peut donner des choses. Alors bon, après, oui, voilà, la question de la reconnaissance, ça, je voulais quand même dire un truc là-dessus. Donc la question pour un groupe, une ASBL, d'accéder à des moyens publics sur le court terme, le long terme, etc. Ce qu'on nous propose, et c'est ce que le décret fait, c'est la reconnaissance. Donc, pour être reconnu, donc on rentre dans des contrats-programmes de 5 ans, ça se base sur le long terme. Pour rentrer dans ce contrat-programme de 5 ans, il faut déjà exister avant, c'est-à-dire exister dans les termes dans lesquels on va nous demander d'exister les 5 années suivantes, c'est-à-dire d'exister avec le même volume d'activité, donc de déjà être fort pour pouvoir prétendre rentrer dans le dispositif. Il faut déjà, je ne sais pas comment on fait, soit on est bénévole, soit on a déjà d'autres formes de subventionnement, mais il faut déjà correspondre. Et donc, il n'y a aucun principe de progressivité. Une fois qu'on rentre dans le dispositif, on reste dans le dispositif. Donc, avant, on n'a pas d'argent, tout d'un coup, à un moment, on en a, mais on reste au même volume d'activité. Et donc là, je trouve que c'est quelque chose qui pose quand même beaucoup de questions par rapport à des tas d'expériences, on va appeler ça quelqu'un a dit des initiatives citoyennes, etc., qui pourraient prétendre à avoir de l'argent sans rentrer dans quelque chose d'aussi contraignant et d'aussi lourd. Et donc, il faudrait pouvoir imaginer quelque chose qui n'est pas le décret, ou qui s'inscrit dans le décret, mais qui n'est pas la reconnaissance, en tout cas, qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus léger, et parce que pour l'instant, la seule possibilité qui existe à ce niveau-là, elle est totalement politique. C'est le fait du prince, c'est ce qu'on appelle des conventions. Par chance, on a un rendez-vous au cabinet du ministre, on reçoit 10 000 € pour l'année ou 20 000, ça peut être sur 2-3 ans à la rigueur, mais il n'y a aucun critère, aucune balise, et c'est des budgets relativement faibles. Et donc là, il y aurait vraiment quelque chose pour des associations, des collectifs qui ne cherchent pas forcément à s'inscrire d'emblée dans le long terme, voire peut-être pas du tout, peut-être sur justement des enjeux, des causes, des luttes beaucoup plus urgentes. Et une dernière chose par rapport à ça, justement, c'est la question de la professionnalisation. Je pense que dans le décret, il
il faudrait pouvoir aussi créer, ça avait été discuté en 2003, ça pose plein de questions, évidemment. C'est la question du temps, c'est la question de la professionnalisation. Il faudrait aussi pouvoir permettre à des associations d'obtenir la reconnaissance sans forcément utiliser 60% de sa subvention à de l'emploi. Donc, parce qu'il y a cette tension entre le collectif et le salaire, c'est quelque chose qu'on observe depuis longtemps, qu'à partir du moment où il y a quelques salaires, le pouvoir se concentre, l'association se transforme, le contact avec la base souvent se transforme, voire s'étiole. Et n'avoir que cette porte d'entrée-là pour être reconnu, c'est dommage. Au Nova, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a fabriqué quelque chose qui pose aussi plein de questions, qui est de dire, au lieu de prendre cet argent pour payer 1 ou 2 équivalents temps plein des emplois permanents, parce que le décret, c'est le décret emploi aussi, pense en termes d'équivalents permanents, on les a découpés en postes tournants. Et donc, on reste un collectif avec des bénévoles, et tous les 6 mois, ces emplois tournent. Ça pose des tas d'autres problèmes, parce que ça ne résout le problème de personne en termes de c'est pas suffisant pour vivre, ça ne nous empêche pas d'avoir des contrôles de l'ONEM ou d'Actiris, la précarité est de plus en plus grande, le contrôle des chômeurs est de plus en plus grand, et donc c'est vraiment problématique, mais c'est une manière de rester un collectif où l'emploi tourne. Et le décret devrait pouvoir intégrer ce genre de dispositif qui, d'ailleurs, quand on parle d'évaluation, souvent, il y a des critères d'évaluation formelle et puis il y a nos rapports dans les associations avec les inspecteurs qui sont parfois curieusement très différents. Et d'ailleurs, ce système-là qu'on a mis en place au Nova, je pense que d'autres associations à Liège à une époque le faisaient aussi, des inspecteurs trouvent ça formidable. Parfaitement dans l'esprit de l'éducation permanente, mais après, quand il s'agit de le transcrire en termes administratifs et de faire que ça génère le subside, c'est autrement plus compliqué. Donc il y a même à cet endroit-là une forme de schizophrénie de l'institution. Je voulais juste préciser une chose par rapport à la question de l'emploi, et ce sont des budgets totalement séparés. Donc les budgets qui financent l'emploi, que ce soit en éducation permanente ou dans l'ensemble des secteurs qui émargent au décret de l'emploi socioculturel, viennent des accords du non-marchand pour la plupart, et qui sont discutés et négociés entre partenaires sociaux. Je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. Donc ce ne sont pas des subventions qui viennent de la ministre de tutelle ou du ministre de tutelle, ce sont des subventions qui doivent aller justement financer des salaires et améliorer les conditions de travail des travailleurs, puisque c'est une forte demande de la part des organisations syndicales. Je voulais préciser cela. Voilà. Merci. Nous arrivons déjà presque au terme de notre débat. Luc, est-ce que tu voudrais rapidement ajouter quelque chose en réponse à la question qui n'a pas encore été dite, donc sans réagir à ce qui a déjà été dit, sur ce qui freine, limite, empêche la force critique des associations? Avec le micro. Très rapidement, parce que... Oui. Eh bien, je suis bien d'accord avec les précédents, au sens où la première force de la puissance associative et sa capacité critique est fondamentalement dans l'exigence d'elle-même. Et ce que vous faites depuis longtemps au Nova, ce que les Grignoux ont tenté, bon gré mal gré, avec beaucoup d'heures et beaucoup de malheurs et beaucoup d'heures et beaucoup de bonheur, ce que beaucoup d'associations ont tenté de faire, c'est d'abord développer une puissance propre, un peu comme le phalanstère de Guise, si vous allez le visiter. Hein. Il y a une puissance propre qui se crée, et c'est d'abord ça, effectivement, plutôt que le vis-à-vis avec l'État, qui n'est pas le plus passionnant de l'affaire, c'est d'abord soi-même. Or, ce que je constate, ce que nous constatons tous, je crois, et toutes, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui, beaucoup de souffrance des personnes, des sujets, et le monde associatif n'échappe pas, loin s'en faut, à cette souffrance en voie de généralisation ou de global burn-out, hein, comme dit Pascal Chabot. Et donc je crois que la puissance propre, aujourd'hui, dans les associations, c'est de considérer cette fragilité essentielle de l'association des humains. Alors, dans le temps, c'était un peu plus simple. Il y avait comme un patriarcat du bénévolat, avec son instituant
extrêmement fort, et un groupe de salariés qui était quelque part sa victime expiatoire. J'ai connu ça dans pas mal d'assos dans les années 70 et 80. Ça perdure parfois encore. Et puis, il y a eu cette puissance du travail et de la professionnalisation. Et aujourd'hui, je crois que la finesse, c'est effectivement d'étudier ensemble la puissance du travail, parce qu'il y a une puissance du travail, et la puissance de l'instituant de l'usage et de la citoyenneté. Et tu as parfaitement raison de dire que ce n'est pas dans les formes classiques de l'ASBL que cela se fait le plus facilement. C'est souvent dans des manières obliques, différentes, de réunir les gens, de les intéresser à la chose, que cela peut se faire. Donc je crois que c'est d'abord dans l'alchimie des humains au travail et des humains désirant que ce travail se fasse que cela se joue. La Ligue des usagers de santé en sait quelque chose, on l'a entendu tout à l'heure. Cette alchimie-là est la première pierre précieuse, la première pierre angulaire de la dynamique associative. Alors, pour monter en puissance, je crois que les identités collectives aujourd'hui sont évidemment moins stables, moins durables, moins certaines qu'elles ne l'ont été. Et donc, les mises en réseau, parfois accidentelles, comme c'est arrivé dans les confinements, les mises en réseau donnent un puissant courant d'air parce qu'elles compensent par la rencontre l'incomplétude de chaque association. Si on prend aujourd'hui, j'en termine là, le petit exemple des quelques grévistes de la faim à Calais. Ce sont des bénévoles qui sont grévistes de la faim aujourd'hui pour protester de la manière dont l'État, à travers sa police, maltraite tous les matins les exilés qui campent à Calais en regardant l'Angleterre. Voilà une grève de la faim qui signale un problème européen majeur d'incapacité d'accueillir l'exil et de négation des droits humains et de négation de la Convention de Genève. Il y a plein d'associations, en Belgique comme en France, qui travaillent à toutes sortes de niveaux, depuis la défense des droits humains jusqu'au réseau des citoyens qui accueillent, un réseau exemplaire en Belgique. Il y a là un archipel d'associations, et c'est dans la rencontre, dans la convocation de cet archipel que l'on peut, je crois, trouver une énergie créatrice, critique aujourd'hui. Merci. J'aurais voulu qu'on termine, mais on n'a pas le temps, par pointer quelques exemples concrets, des exemples concrets où l'associatif ou le collectif peut encore faire bouger des choses, mais on n'a pas le temps. Il me semble qu'il y a quand même quelques pistes qui ressortent de notre débat pour raviver cette puissance critique de l'associatif. Alors ce sont des grands mots qui sont pas nouveaux mais qui restent fondamentaux. C'est, vous l'avez compris, la question du temps. Il nous faut plus de temps et comment se battre pour avoir plus de temps, revendiquer plus de temps pour ça. La question des alliances, la question du rapport de force et la question de privilégier l'instituant sur l'institué. On ne peut pas aller plus loin pour ce débat-ci, mais à propos pour aller plus loin, vous avez évidemment ce soir le débat qui suit sur la révolution. C'est une manière d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Le collectif 21, nous vous donnons rendez-vous. Nous n'avons plus de prochain rendez-vous à part un ciné-club en décembre. Mais allez voir sur notre site parce qu'il y a pas mal de réflexions similaires à celles-ci qui sont accessibles. Et l'enregistrement de ce débat le sera aussi bientôt. Merci à tout le monde qui a participé au débat. Merci à l'équipe technique qui nous a éclairé, sonorisé et mis en situation, en contexte. Et donc, à bientôt, bonne suite de festival et continuez à être critique et à contester ce qui tourne vraiment mal dans cette société.